on traite plus de 17 000 demandes par an. Ouais, donc c'est énorme. Des fois, c'est des petites questions qui prennent un call ou un mail. Des fois, c'est des sujets sur lesquels on va passer 2 mois. Tu me disais, vous êtes 9 associés. Enfin, comment ça se gère d'être autant? A priori, si tu as fait avocat comme étude, tu as fait du droit, c'est peut-être pour créer ton cabinet. Ouais. Sauf que personne t'a donné les armes pour le créer. C'est quoi les dernières choses que vous avez mis en place qui leur font gagner du temps? On utilise évidemment pas mal l'IA et on fait plein de use cases là-dessus. Ouais. De préparer les réponses de mail, de préparer les documents en amont, de pouvoir relire des documents pour dire s'il n'y a pas des coquilles, des incohérences, ce genre de choses. En gros, vous faites environ 10 millions de chiffre d'affaires. Ouais. On peut monter plus sans recruter plus de personnes. Qu'est-ce qui vous amène à ça? Le client vient pour du conseil et qu'il n'a pas envie de lire des consultations de 10 pages et que ce soit très pragmatique, il s'attend à ce que les avocats se mouillent. Thomas Peignet est le Chief Business Officer de Bold. Bold, c'est un cabinet d'avocats nouvelle génération. Chez eux, pas de facturation à l'heure, mais une facturation à l'abonnement. Un abonnement illimité qui permet de consulter des avocats autant qu'on le souhaite. Aujourd'hui, ils ont un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros avec une équipe de 90 personnes. Dans cet épisode, on va découvrir comment Bold a disrupté le modèle économique des avocats, comment ils sont structurés aujourd'hui avec leur équipe de 90 personnes, et enfin les process et le pilotage qui permettent de rendre ce modèle viable. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Thomas, bienvenue dans Sous le capot. Salut Nicolas. Je suis super content de te recevoir. C'est un ami en commun, le CEO de Split, Jonathan Lalinec, qui nous a mis en relation. Et il m'a parlé justement de Bold parce que j'étais dans ses bureaux et puis on parlait justement sur des problématiques et il me disait nous on travaille avec ce cabinet d'avocats Bold et en fait ils nous facturent à l'abonnement. Ce que j'ai trouvé hyper disruptif parce que moi pour avoir collaboré avec des avocats, tu factures d'habitude au nombre d'heures travaillées et là je me suis dit pour que ce soit rentable, c'est sûr, il doit avoir des process ultra carrés. Et du coup, je me suis dit, il faut que je t'invite dans le podcast. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Ravi d'être là. Avec plaisir. On va direct rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous êtes organisé actuellement chez Bold avec les 90 collaborateurs que vous avez? Alors, peut-être avant de parler de l'organisation, j'ai besoin de t'expliquer un tout petit peu le modèle pour Allez. que tu comprennes parce que c'est très lié en réalité. Quand on a créé Bold il y a 8 ans, on a lancé quelque chose qui vient d'un constat qui est que les entrepreneurs avaient plus envie de travailler avec un avocat en compteur, ou en tout cas beaucoup moins envie, ceux qu'on côtoyait, et avaient envie d'un partenaire business qui les accompagne, qui résout des problématiques sans complexifier le droit à outrance. Okay. Donc on a lancé quelque chose qui n'existait pas de manière aussi important ou large. C'est un abonnement juridique illimité sur tout le droit des affaires, c'est-à-dire qu'on a adressé dès le début le droit des sociétés, le droit social, fiscalité, propriété intellectuelle, contrat, donc quasiment tout le scope dont a besoin un entrepreneur, avec une manière de travailler très très simple. Le dirigeant a une question ou une demande, une problématique, il la pose, on répond de manière hyper réactive, on donne des solutions tout de suite parce que moi j'ai pas d'intérêt, n'étant pas au temps passé, à gagner du temps ou à perdre du temps ou à faire durer les choses alors que c'est pas nécessaire. Et même en tant que client, je pense du coup, parfois tu passes un coup de fil, tu as un relationnel avec l'avocat et tu fais faire, comme tu dis, peut-être 5 ou 10 minutes de small talk et tu sais pas finalement est-ce que c'est facturé ou pas. Tu sais pas ce que tu payes, c'est très opaque en réalité. Si moi je t'envoie une facture de 7 heures pour un contrat, qu'est-ce que tu as payé? Tu as payé ma relecture, tu as payé mon café, tu as payé mes recherches, ma formation. C'est super opaque et ça crée aussi des biais en interne qui sont très nocifs pour moi. C'est-à-dire que quand tu es collaborateur, et je l'ai été, tu es évalué sur le temps que tu rentres. Ok, donc tu notes tes temps et donc tu dois faire 3 fois ta rémunération en temps pour être rentable. Si tu veux être augmenté à avoir des primes, tu dois biller. Donc je vais gonfler mes temps. Donc ça fait un effet, tu es désaligné avec ton client. À la fin, c'est le client qui paye. Donc ça crée de la compète en interne entre collaborateurs, le client paye. Donc c'est quelque chose qui est désaligné totalement avec les clients. Donc on a créé cet abonnement. Et pour que ça fonctionne, on a été obligé de construire ça comme un vrai produit. Avec des équipes dédiées, avec des process, avec des KPI qu'on suit, avec une équipe tech dès le début. On ne pouvait pas le traiter comme on traite normalement le juridique dans un cabinet traditionnel. Ok. Et du coup, vous êtes structuré comment du coup avec les différentes équipes? Alors aujourd'hui, on est un cabinet d'avocats qui est le cabinet originel. On a 5 associés qui sont avocats et donc qui supervisent cette partie-là, même si on n'est pas tous dans les dossiers, on a tous des
des jobs qui sont plus proches de ce qu'on voit dans une startup que dans un cabinet d'avocats. D'accord. Tu vois, du RH, du marketing, du commercial. Et à côté, on a tout ce qui est expertise comptable, parce qu'on est expert comptable aussi, et DAF externalisé. D'accord, ok. Donc, on a plusieurs métiers. On a des services en droit additionnel, c'est qu'on a l'abonnement et après, on peut rajouter d'autres services. D'accord, ok. Et on fait aussi du forfait sur certaines opérations comme les levées de fonds. Et à côté, on a l'expertise comptable avec un modèle plus traditionnel où on paye tous les mois avec des engagements annuels et des missions de DAF en plus. Chaque équipe est structurée avec des team leaders, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en charge, par exemple sur le droit des sociétés, tu as mon associé Elam et moi. Sur le business, tu vas voir Alexandra et Eugénie, et ainsi de suite. Donc tu as chaque matière comme ça avec des associés ou des team leaders qui ne sont pas associés. Par exemple, en social, on a une collaboratrice qui est là depuis longtemps et qui manage l'équipe. Et à côté, on a des responsables de pôle, marketing, finance, développement commercial. Et donc là, ils s'organisent un peu comme ils veulent. Chaque équipe a des rituels un peu différents. Généralement, il y a toujours un weekly le lundi où on kick-off un peu la semaine, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on va devoir faire cette semaine. Ça, c'est fait au niveau de la verticale, du coup? Au niveau de la verticale, uniquement. Il n'y a pas de weekly global. Donc, chacun s'organise comme il veut. Et après, il y a des équipes où ils vont avoir 2 weekly, en début de semaine, en fin de semaine. Et il y a beaucoup d'échanges toute la semaine. Et du coup, dans les weekly, ça va vraiment être sur les dossiers, je sais pas, là, il y a un projet de M&A, j'ai cette problématique-là, comment... et du coup, il y a un peu un échange là-dessus, c'est ça? Ça va être sur les dossiers, les problématiques qu'on peut rencontrer, la charge de travail aussi, comment je m'organise. Là, j'ai tous les dossiers qui se réveillent en même temps, comment on peut dispatcher dans la team. Donc là, c'est très variable, ce que je dis, c'est très propre au droit, aux avocats, en réalité. Mais oui, c'est très organisationnel, c'est sur la facturation aussi, où en sont les dossiers pour pouvoir facturer. Et à côté, nous, on s'est beaucoup inspiré de notre équipe tech, parce qu'on a une équipe tech depuis la création de Bold, avec un CTO, un CPO, une équipe de dev. Et eux, ils ont vraiment la routine des daily, des sprints. Exactement. Et donc, on a pris beaucoup de choses qui fonctionnent chez eux pour le transposer sur le juridique. Ok. Et du coup, comment ça se passe, tu vois, si tu as tes clients et tu vas en fait utiliser les différentes verticales, ça veut dire que tu n'as pas vraiment de point de contact pour ton dossier ou... C'est une des grosses différences avec un cabinet traditionnel. Cabinet traditionnel, généralement, tu as un avocat qui gère son portefeuille client. Et donc, il va parler à 10, 15, 20 clients, peu importe. Nous, on s'est trouvé confrontés à une grosse problématique quand on a créé Bold, c'est qu'on a créé de l'illimité sans savoir comment on allait le gérer. Est-ce que c'était l'illimité? Est-ce qu'on va avoir une vague de demandes, de 50 demandes par jour, on est incapable de les traiter? C'était un peu test and learn au début, quoi. Où est-ce qu'on va mettre les demandes? Comment on va s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette? Comment on s'assure qu'il y a de la réactivité côté collaborateur? Et donc, il y avait 2 solutions. Soit on fonctionne comme un cabinet plus traditionnel et donc chaque personne a un portefeuille client. Mais le problème, c'est qu'il fallait au moins 6 personnes pour qu'il y ait toutes les matières par portefeuille. Donc, c'était pas un truc scalable. On n'était pas aussi grand en termes de nombre. En fait, c'était l'idée, tu as des squads, en gros, qui ont à chaque fois des portefeuilles clients. Où les agences fonctionnent aussi des fois. C'est ça. L'autre solution, c'était de dire tout le monde peut traiter les demandes de n'importe quel client, à condition que tu sois compétent dans la matière et que tu sois disponible. C'est un peu ça les critères. Et donc, on est parti sur du ticketing. On utilisait Freshdesk au début. Et donc, chaque demande d'un client, que ce soit une question, une opération, ça crée un ticket qui est dispatché dans la bonne team. C'était hyper complexe la première année parce qu'on ne savait pas comment le gérer, parce qu'il y avait des trous dans la raquette, parce que Freshdesk n'était pas du tout adapté. Du coup, tu avais un dispatcher qui lisait le ticket et qui le dispatchait. Ce qui était l'enfer. Donc, on avait des clients très, très, très sympathiques la première année qui nous ont fait confiance et qui ont accepté, qui est déloupé. Et très rapidement, on a créé notre propre outil, notre propre CRM, où les clients postent leurs demandes, c'est directement attribué à la bonne team, à la bonne personne. Toutes les discussions se font et synchronisent dans la plateforme. Après, on reçoit par mail aussi les réponses. Mais au moins, il y a un historique. Si tu retournes sur ta demande créée il y a 6 mois, tu sais savoir qu'est-ce qu'on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça. Tu retrouves toutes les pièces jointes, ça crée des dashboards. Ou même si tu es avocat, je sais pas... sur un type de droit, tu peux voir l'historique d'avant. Tu vois tout. L'idée, c'est justement, il n'y a pas de perte d'informations. Nous, notre modèle, c'est sur le droit, tout le monde se parle. C'est-à-dire que tu as un dossier en droit des sociétés.
il y a le fiscaliste qui rentre dans la boucle, ça te coûte pas plus cher. Ouais. C'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas deux associés qui doivent se parler pour dire est-ce qu'on fait travailler nos équipes ensemble, qui facture quoi. Il n'y a pas ces problématiques-là. Okay. Tout le monde est ensemble, tout le monde travaille ensemble. Dès que tu as une question en tant qu'avocat, tu vas créer une demande annexe qui fait intervenir un autre avocat sur une autre matière. L'idée, c'est que c'est un peu tout en un pour offrir la meilleure expérience et le meilleur service possible et surtout solutionner des choses. Nous, on est confrontés, on a beaucoup de start-upers, beaucoup de boîtes tech, mais on a aussi des TPE, des PME, des ETI. Le gros trait commun entre tout le monde, c'est des entrepreneurs qui veulent avancer, qui veulent pas que le droit soit une problématique, qui veulent le comprendre, mais qui veulent pas le complexifier. Et donc, ils ont besoin de réponses très concrètes, très activables, et de savoir le risque qu'ils prennent s'ils prennent un risque. Et du coup, j'imagine, en fait, vous supprimez un peu cette partie échange / gestion de projet qu'on a dans les cabinets plus traditionnels. Quoi. Ça, on va le retrouver, mais sur la partie qu'on appelle, nous, opérations exceptionnelles. Les levées de fonds, les M&A, où pour le coup, tu as la même équipe du début à la fin, par matière. Donc, les équipes private qui traitent vraiment le droit des sociétés, et à côté, les équipes audit qui traitent les autres parties pendant les audits. Mais tu as vraiment un chef de projet, tu as un kick-off qui est totalement différent, un rythme aussi qui est différent, parce que souvent, un sprint, il y a un enjeu qui est assez important en termes de timing. Donc là, on fonctionne un peu différemment. Et ça passe pas par la plateforme nécessairement les demandes, mais sur l'abonnement, ça fonctionne comme ça. Mais du coup, ça veut dire que si, admettons, j'ai une question en droit des sociétés, je la pose maintenant, dans 6 mois, j'ai une autre question, potentiellement, ça va être un autre avocat, mais spécialisé en droit des sociétés qui va répondre. Exactement, mais avec l'historique de ce qui a été fait. C'est-à-dire que le CRM va recenser la typologie de demande que tu as fait dans le passé, potentiellement avec des notes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça ? Attention, dans telle société, ça fonctionne comme ça. Ou en tout cas, ils ont l'ambition de fonctionner comme ça. Donc, il ne faut pas faire des choses contraires. On garde le plus d'historique possible pour pas avoir à répéter les choses ou faire des erreurs. Donc, vous avez une très forte culture de l'écrit au final. Énormément d'écrits. Après, ça, c'est propre à notre métier au niveau de la responsabilité. Par nature, les avocats, il y a toujours eu beaucoup d'écrits. Ok, d'accord. Ok, super intéressant. Et du coup, sur les 90 personnes, c'est juste pour comprendre un peu, c'est quoi il y a combien d'avocats, il y a combien sur l'expertise comptable, combien sur le marketing Il y a à peu près 56 avocats. Il y a 7 personnes sur l'expertise comptable et DAF. Il y a 7 ou 8 personnes, que je ne dise pas de bêtises, sur la tech. Et après, sur le sales, on est 2. RH, il y a une personne. Partenariat, il y a une personne. Marketing, il y a 2 personnes. Et voilà. Ok, super intéressant. Et du coup, vous avez aussi des rituels, parce que tu disais, il y a le weekly qui est vraiment par vertical. Du coup, comment est-ce que vous arrivez aussi vous avez aussi des routines pour d'entreprise au global pour pas que ça fasse justement silo. Enfin, comment vous gérez ça ? On a quelques rituels avec un type building qu'on fait généralement en septembre-octobre, où on emmène vraiment tout le monde et soit on le fait en France, soit on le fait à l'étranger. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet de se retrouver et de recréer du lien. On a pas mal de monde en remote qu'on voit très très peu, et en tout cas en physique, et donc ça permet à tout le monde d'échanger. On a généralement 2 fêtes où on fait une plénière, la summer et la winter party, où on annonce les chiffres, où est-ce qu'on en est, quels sont les enjeux à venir, qu'est-ce qui a été fait dans le passé sur les 6 derniers mois, qu'est-ce qu'on doit corriger si on veut atteindre les objectifs, et on repose toujours, on martèle la culture du cabinet, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées qui n'ont pas eu tout l'historique, et on s'est aperçu que c'était important de remettre ça systématiquement sur la table, parce que toutes tes décisions que tu prends, nous en tant que dirigeants, eux en tant que managers ou producteurs, tu dois les prendre à la lumière de ces valeurs-là, en réalité. C'est un trait qui est très commun dans notre cabinet, et sur lequel on rebosse parce qu'on s'aperçoit que ça reste pas, en fait. Si tu ne reposes pas sans arrêt, c'est un truc qui s'effrite un peu. Et c'est quoi du coup vos valeurs ? Justement, on pose dessus. J'ai un associé, Thomas, qui est tombé sur le livre Traction. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me parle pas. Et c'est justement sur ça, sur les valeurs, comment on les pose initialement. Comment tu les vis aussi, surtout. Comment tu les vis, donc, très concrètement dans la boîte. Comment une boîte, tu vois, qui a 8 ans comme nous, t'as beau les avoir posées au début, c'est très clair. Au bout de 4-5 ans, peut-être les gens, ils savent même plus ce que c'est tes valeurs. Ou même nous, on a oublié de se rattacher à ça pour prendre des décisions. Donc là, on fait un gros travail en interne entre associés pour les reposer, pour être sûr d'être hyper aligné. Qu'est-ce que ça implique au quotidien d'avoir telle et telle valeur ? Donc on a en plein travail là-dessus. Après, c'est très personnel ce que je dis. Moi, j'aime beaucoup l'exemplarité. J'aime beaucoup le côté modèle. C'est-à-dire l'exemple
du chef qui dit c'est là-bas la bataille, allez-y, je vous regarde, Ouais. ou celui qui va Qui va- avec eux ouais, ok. à la Jon Snow avec l'épée Ouais, à la main. ouais. Tu vois, j'aime bien ces choses-là. Donc l'exemplarité est super important. Je trouve qu'on est une équipe et dans ce qu'on fait, il y a beaucoup de similitudes en réalité avec même des sports, Ouais. des équipes de Ouais, foot, c'est ce ça, genre de ouais. choses. Et donc l'exemplarité et la solidarité, c'est des valeurs centrales pour nous. Ok. Après, moi, j'aime beaucoup la singularité. Ouais. C'est-à-dire qu'on cherche des personnes différentes, pas nécessairement différentes de manière exotique ou autre, mais différentes, c'est-à-dire dans le sens où on peut, chez Bold, être comme on est. Il Ouais. n'y a pas besoin de se cacher, il n'y a pas besoin de rentrer dans un moule. C'est pas grave qu'on fonctionne différemment, c'est pas grave qu'on interagit différemment, qu'on conseille différemment aussi. Donc on est dans une culture globale avec le même sens du Ouais. service. Mais c'est important de pouvoir laisser la place aux singularités de chacun. Parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit beaucoup. On a tous des super pouvoirs et donc c'est pas mal de pouvoir capitaliser dessus si tu laisses la place aux collaborateurs. Et comment parce que souvent il y a cette question de comment tu gères du coup le côté à la fois la singularité et en même temps il y a le global, tu vois, et de rentrer dans l'équipe de foot, tu vois, il faut qu'il y ait un but commun, il faut qu'il y ait une mission commune. Et donc la mission, ça va être d'aider les entrepreneurs à résoudre des problématiques, à simplifier leur vie, à accélérer plus vite, à peut-être trouver des alternatives parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur business de telle manière. Et donc, le temps que la réglementation bouge, on va le faire d'une autre manière, d'être très agile là-dessus. Donc, on a quand même une mission commune qui est de rendre accessible le droit ou la finance, de les aider à avancer. Donc, si ta singularité, c'est de complexifier tout, non, tu vas marcher. Ouais, exactement, ça va pas marcher. Ouais. Clairement. Ok. Et du coup, tu disais, vous avez des avocats un peu, il me semble même un peu dans le monde entier. Comment, du coup, ça veut dire que vous avez une culture du télétravail très forte. C'est un peu. C'est venu progressivement, et notamment avec le Covid, où je pense que ça a ouvert un peu les vannes. Avant le Covid, vous étiez tous à Paris? On était tous à Paris, mais pas nécessairement parce qu'on l'imposait. C'était juste, ça s'est fait naturellement. Les votre personnes réseau qu'on aussi recrutait étaient de Paris. Peut-être elles faisaient 1 ou 2 jours de télétravail, mais tu vois, c'était pas hyper marqué. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a de plus en plus de remote. On a des avocats qui vivent à Bordeaux, qui vivent à Marseille, qui vivent à Toulouse. Et donc, ils viennent pour les gros rituels communs ou de temps en temps juste pour voir les équipes. Mais c'est pas un sujet. En réalité, pour nous, ça n'a jamais été un sujet. Le télétravail non plus. Il y a des personnes qui détestent travailler de chez eux. Moi, j'en fais partie. Il y en a d'autres qui adorent travailler de chez eux parce que ça permet de se focus et d'avoir des grosses plages de production et de calme. Nous, on pense qu'il faut que les personnes s'épanouissent. Donc, si elles s'épanouissent mieux de cette manière-là, tant qu'elles sont professionnelles, responsables, et qu'on n'a pas de sujet ni en interne avec les personnes avec lesquelles elles bossent, parce qu'il y a souvent des binômes ou des équipes, ou les clients, en réalité, c'est pas un sujet pour nous et ce sera jamais un sujet. Donc, on est très souple là-dessus. Très souple là-dessus, ok. Et du coup, tout ce qui est la gestion du ticketing, ça se fait dans votre outil. Donc, vous avez votre propre outil. Est-ce que vous utilisez d'autres outils, je sais pas, pour faire de la gestion de projet, par exemple, sur les projets de M&A, ou ça se fait aussi sur votre outil, ou comment vous gérez Alors non, ça se fait pas sur l'outil. On utilise pas mal Notion. Après, il y en a encore qui utilisent du papier, il y en a qui utilisent des Google Sheets ou Google Docs. C'est un peu à l'appréciation. Ouais, et puis chacun a ses préférences. Donc, avocat, il y en a qui préfèrent travailler sur Notion, d'autres non. Et c'est aussi en fonction du client. On a des clients qui aiment le travail collaboratif et dont être aussi sur l'outil qu'on utilise, être sur Slack aussi plutôt que d'être par mail. Donc, on s'adapte beaucoup. Il y a toujours un kick-off sur ces opérations qui ont toujours un fort enjeu. Tu vois, ta levée de fonds, que ce soit 500 000 ou 30 millions, c'est toujours le projet de ta vie au moment où ça tombe. C'est hyper structurant, c'est hyper important pour toi. Donc, il faut poser la question de comment tu fonctionnes, quel type d'interaction tu aimes, sur quoi tu es plus à l'aise. Est-ce que si je t'envoie 10 mails par jour, toi, ça te spam ou ça va, tu es super organisé, ça te va? Est-ce que tu préfères qu'on fasse un mail par jour avec tous les sujets? Et donc, on s'adapte beaucoup aux clients sur ce type d'opération. Il faut que ce soit hyper fluide et que justement, il va y avoir suffisamment de moments de tension, de stress pour que toute cette partie un peu admin, organisationnelle, soit pas un stress. Mais sinon, sur toute la partie vraiment ticketing dans l'abonnement, ça, c'est vraiment tout dans l'outil. Il n'y a pas de discussion possible. Tout dans l'outil. Il y a les demandes qui sont créées. Il y a tout l'historique conversationnel. Il y a aussi toute une partie avec les opérations, les étapes de l'opération du ticket. Et donc, est-ce qu'on a bien fait ça, ça, ça? Il y a tous les documents qui ont été générés
que ce soit des Word ou des versions définitives. Mais l'idée, c'est que le client, quand il se connecte à son interface, et il peut y avoir autant de users, donc les fondateurs, il peut y avoir des salariés en sales ou en RH. Quand il se connecte, visuellement, il sait tout de suite toutes les demandes qui sont en cours. Où est-ce qu'elles en sont? Qui chez Bold travaille dessus? La date de restitution, donc une vue très macro, avec des dashboards aussi pour pouvoir être proactif sur certaines choses. Et à côté, quand il clique sur la demande, il va vraiment rentrer dans le détail pour savoir où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'il reste à faire, est-ce qu'on attend des choses de sa part, ou est-ce que c'est nous qui devons revenir et à quel moment. D'accord. Donc c'est très différent de ce que j'ai pu vivre avec des parapheurs et des dictaphones. Ok, ouais. Toi, du coup, comment... Enfin, du coup, tous vos avocats, tu me disais, ils sont en profession libérale, donc c'est comme quasiment. quasiment. On a quelques juristes, on doit avoir 4-5 juristes, mais tous les autres libéraux. Donc ça veut dire, ils ont... ça veut dire qu'en gros, ils sont c'est comme des freelance, quoi. Enfin, ils ont leur clientèle perso. Ils ont leur clientèle. C'est-à-dire que Bold est le plus gros client, parce qu'on paye tous les mois et le plus gros montant, donc je suis leur plus gros client, donc ils doivent me chouchouter. Mais à côté, ils ont la possibilité, nous on l'encourage, d'avoir leur propre dossier. D'accord, perso, ils facturent en leur nom, ils peuvent utiliser nos locaux, ce genre de choses, tous les outils pour les traiter. Et pourquoi vous l'encouragez? Parce que je pense que c'est un des meilleurs moyens pour prendre de l'expérience, pour savoir comment traiter un client. À l'école d'avocat ou à la fac, il y a un gros sujet. C'est qu'on t'apprend à lire un code, à traiter du droit. Par contre, tu sais pas ce que c'est le marketing, tu sais pas ce que c'est le sales, le RH, le management, la gestion, la finance, tu sais absolument rien de tout ça. Et donc, tu arrives sur le marché et en fait, on a créé des super collaborateurs qui ne traitent que du droit, mais pas des futurs chefs d'entreprise parce que, a priori, si tu as fait avocat comme étude, tu as fait du droit, c'est peut-être pour créer ton cabinet. Sauf que personne t'a donné les armes pour le créer. Et ça, c'est un vrai sujet parce que, a priori, on n'est pas juste là pour créer de la main-d'œuvre pour les cabinets. Et donc, le fait d'avoir des dossiers perso, même si on touche à plein de choses dans le cabinet, au-delà du droit, tu peux décider de lancer un projet lié à la tech, tu peux faire un peu de market, ou faire des podcasts, ou faire des events, des webinaires. Donc, tu peux faire plein d'autres choses si c'est ton appétence. Ça, c'est pas un sujet. Par contre, il y a des choses que tu apprendras peut-être pas ou moins. La facturation, le fait de deviser, le fait de vendre, c'est pas si simple que ça de vendre quand tu l'as pas appris et que c'est pas dans ta nature ou que t'es pas à l'aise pour poser un prix ou pour justifier la valeur que tu vas créer. Et donc, le fait qu'ils aient des dossiers perso leur apprend à être un vrai avocat. Et des fois, d'être dans le dur, de se taper la tête, de ne pas être payé derrière, de faire du recouvrement, de gérer un client qui n'est pas content, comment tu lui parles, de faire plein de conneries, d'envoyer des docs de 10 pages sans avoir proposé un call en parallèle pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le doc et de laisser le client le découvrir. Il va mettre 2 jours à le lire, à le comprendre, se poser plein de questions. Il y a plein de choses dans l'expérience client que tu peux découvrir chez nous, mais que tu apprendras aussi très vite quand c'est très propre le client et ton argent. Tu vas l'intégrer de manière beaucoup plus vite. Donc, nous, on l'encourage pas mal. En tout cas, on laisse la liberté dans la mesure où on flique rien. On ne flique pas le remote. Les gens arrivent à l'heure à laquelle ils doivent arriver. Ils partent à l'heure à laquelle ils veulent. C'est toujours pareil. Plus ils vont être heureux dans leur manière de fonctionner ou épanouis, plus ça va marcher. Donc, ils ont tout le temps pour traiter leur perso quand ils veulent. Et du coup, ils font des travaux à côté, j'espère qu'on l'entend pas trop, mais... est-ce que, du coup, comment ça se passe? Ils vous engagez sur un nombre d'heures ou comment? Avec les collaborateurs? Avec les collaborateurs, du coup, vu qu'ils sont à leur compte, enfin... Non. Totalement libre. Nous, l'idée, c'est qu'on on affecte du travail qui correspond a priori à leur bande passante et leur vélocité, parce qu'on mesure aussi la vélocité. Et ensuite, on affecte des dossiers en fonction de leur vélocité et de leur charge de travail. Et donc, on estime qu'ils ont la place pour le faire. Et c'est hyper transparent. Tout le monde voit le nombre de dossiers qu'ont les autres, le nombre de levées, de M&A, de contentieux, de mise en conformité RGPD, tu vois. Tout le monde voit ce que les autres ont à faire. Donc, a priori, c'est assez faire. Et c'est lié à la seniorité aussi. Parce qu'a priori, tu travailles plus vite quand tu as de la bouteille. Et après, ça veut s'organiser. D'accord. Nous, on va mesurer la satisfaction client et le fonctionnement dans la team. Mais du coup, ça veut dire que tous les mois, tu reçois comme du coup, c'est pas un salaire, mais tu factures... Une rétrocession d'honoraires. Ouais, ils facturent quelque chose. Ok. Mais du coup, ce montant, il est défini en amont ou... Il est défini en amont. Ok. Et du coup, tu t'engages à répondre à un certain nombre de tickets ou comment? Non. Donc, en gros, en fait, ça marche vraiment à la confiance. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. On veut des adultes. C'est-à-dire que tu rentres chez nous et c'est hyper clair sur notre manière de fonctionner, qu'on est les seuls à fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire aussi
tech avec un abonnement illimité, un nombre de demandes. On traite plus de 17 000 demandes par an. Ok, ouais, Donc c'est énorme. Des fois, Ouais, c'est des petites questions qui prennent un call ou un mail. Des fois, c'est des sujets sur lesquels on va passer 2 mois. Ouais. On en traite énormément. Nous, quand tu rentres chez nous, tu connais les règles du jeu. Tu sais que ça va te demander beaucoup de temps pour comprendre comment ça marche, pour t'habituer à une autre manière de fonctionner, de pouvoir jongler avec les dossiers. Tu vas jamais être laissé seul. On va toujours t'aider pour que tu montes en compétences et on fait beaucoup de feedback là-dessus. Mais t'as pas de surprise. Ok, ouais. Donc après, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a des collaborateurs pour qui ça n'a pas du tout fonctionné parce que c'était pas adapté. Ouais. Il y en a d'autres pour qui ils pourront plus jamais retourner dans une structure traditionnelle où tu as ton paraffeur et tes dossiers, tu jongles sur peu de dossiers. Et donc, ils montent leur cabinet derrière. C'est très variable. Ok. Mais du coup, ça veut dire qu'à un moment, il y a quand même je sais pas, tu commences en tant qu'avocat à travailler ensemble. À un moment, vous vous dites, bah, en fait, là, ça rentre, le fonctionnement te convient, nous convient, et vous faites un peu un point, je sais pas, tous les 6 mois, ou comment ça se passe? On fait des points très réguliers. C'est-à-dire qu'il y a les 3 premiers mois où, évidemment, on suit avec un buddy qui accompagne pour expliquer le process, qui revoit toutes les demandes en binôme, qui explique aussi comment on interagit avec les clients, ce qui est très différent parce que nous, comme le client vient pour du conseil et qu'il n'a pas envie de lire des consultations de 10 pages et qu'il fait que ce soit très pragmatique, il s'attend à ce que les avocats se mouillent. Ouais. Et donc propose des choses sans arrêt ou recommande des solutions s'il y a plusieurs solutions possibles. Oui, plutôt que de dire il y a toutes ces solutions décidées, de dire en fait, moi, à votre place, dans votre situation, je par ferais. rapport à mon expérience, par rapport à plein de choses. Ok, ouais. Et donc ça, c'est un peu différent. Donc il faut l'apprendre, il faut accepter de se mouiller. Pas mal, même si tu n'es jamais seul, mais il faut accepter de se mouiller. Et donc, on fait un point au bout de 3 mois avec le buddy et l'avocat qui est rentré chez nous. Et après, on fait des points tous les 6 mois. Mais on est toujours très dispo là-dessus. Mais du coup, vous suivez aussi le nombre vous suivez aussi le nombre de contrats qui ont été, de tickets qui ont été répandus et tout ça. Oui, ça on regarde. Okay, ouais. Ouais, on regarde. Après, l'affectation est très fair chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses différences entre des collaborateurs, si ce n'est lié par la seniorité. Ok. Tu vois, et encore, ça va être des demandes plus complexes, mais en nombre de demandes, on essaie d'avoir un truc très équilibré pour pas que ce soit un sujet. Ok, ouais. Et du coup, comment vous gérez justement la charge de travail pour les collaborateurs? Comment ça se gère dans une équipe? Tu mets quoi? Tu mets équilibre vie pro, vie perso dedans ou vraiment Même en fait dans la charge de travail, dans le sens, voilà, vous avez un deal d'honoraires qui sont discutés. Comment est-ce qu'en fait on voit, je sais pas, en fait, cet avocat, on lui a attribué, je sais pas, 30 tickets dans la semaine, finalement c'est trop, en fait il peut en faire seulement 20. Comment ça se... Là on va échanger. On va échanger au sein de l'équipe, justement les lundis ou au fil de la semaine, en disant là j'ai pris trop de retard, ou les tickets ont pris des proportions, ou les demandes ont pris des proportions trop importantes, donc ça me met en retard sur d'autres. Et on va toujours s'organiser. C'est pour ça que je parle beaucoup d'équipe et de solidarité. Et, on laisse jamais quelqu'un dans le dur. Donc ça veut dire que par exemple, parce que du coup, si moi j'envoie une demande, tu t'engages du coup à donner une réponse ou... Enfin, je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a un nombre... Enfin, il y a un délai de réponse. Enfin, comment ça se passe Il y a un délai de réponse. C'est-à-dire tu postes ta demande donc sur le CRM qui revient à envoyer un mail. Tu vois, c'est objet, contenu, pièce jointe. Tu as un accusé de réception au plus tard dans la demi-journée. C'est-à-dire tu l'as posté le matin au plus tard, l'après-midi, tu sais avec qui tu vas bosser. Et tu vas avoir un lien pour échanger et prendre un meet, sauf s'il y a une urgence, peut-être on va s'appeler avant. Et ensuite, c'est lors de cet échange qu'on va déterminer une date de restitution. Ce qui est un peu dur pour nous par rapport à un produit très tech, c'est que chaque demande est un peu variable. Tu vois, un pack d'associés, pour certains, c'est pas un pack d'associés pour d'autres. Un contentieux aussi. Un contentieux entre associés, ça peut être plutôt fluide, comme ça peut être un enfer absolu. Donc, on va calibrer la date de réponse en fonction de ce qu'on estime en termes de complexité et par rapport à l'urgence du client. L'idée, c'est toujours pareil, c'est de s'aligner sur les impératifs de chacun, que sur les urgences de chacun. Si tu as un contentieux et qu'il faut vite répondre, en fait, vous allez vite répondre. Enfin, on va s'organiser. On a toujours travaillé avec des entrepreneurs, que ce soit tech, startup ou PME, et tout le monde a des urgences. Ça peut être des sujets RH, des enjeux business sur des contrats avec un grand compte qui peut changer peut-être demain, le développement de la boîte. Donc, il faut pouvoir répondre rapidement quand on en a besoin. Et du coup, comment vous gérez cette équation aussi sur le côté illimité? Comment est-ce que vous arrivez à vous retrouver? Enfin, c'est quoi un peu le la crainte qu'on avait au début d'avoir des hypochondriaques du droit qui créent 50 demandes même s'ils n'ont pas les besoins, elle était totalement fausse évidemment. Tu es chef d'entreprise, tu as d'autres choses à faire que créer des besoins qui n'existent pas et de parler à des avocats. Donc on n'a jamais eu ça.
On le gère en faisant grossir les équipes en réalité et en rajoutant de la tech qui Ok. nous fait gagner du temps ou des process qui nous fait gagner du temps sur ce qui a faible valeur ajoutée Ok. pour que nos avocats passent au fur et à mesure, et c'est l'objectif à terme, passent quasiment du temps que sur le conseil, la stratégie. Ok. C'est quoi les dernières choses que vous avez mis en place qui leur font gagner du temps? On a on utilise évidemment pas mal l'IA et on fait plein de use cases là-dessus, Ouais. mais de préparer les réponses de mail, Ok. de préparer les documents en amont, de pouvoir relire des documents pour dire s'il n'y a pas des coquilles, des incohérences, ce genre de choses, Ok. avant que ce soit envoyé au client. Tout ce qui prend un peu de temps. La relecture, par exemple, c'est un truc qui est insupportable. Ouais. Si tu as rédigé quelque chose, tu dois te relire. Bah, tes yeux, ils lisent pas tous les mots. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, donc tu es obligé d'être extrêmement concentré. Moi, à l'époque où je produisais beaucoup, bah, je faisais Ouais. 2 lectures, une lecture de pure forme et une Ouais. lecture de pur fond. Et mine de rien, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Mm. Donc, si tu peux enlever une de ces étapes-là grâce à de l'IA Ouais. qui est tout de suite dans la plateforme, donc très simple à utiliser, bah, ça, on gagne du temps. Ok. Donc On vous gagne avez beaucoup de temps. l'IA qui est directement intégrée dans votre, Ouais. enfin pour les avocats, pour. Tout à fait. Et du coup, vous avez développé votre propre IA. Comment vous faites? Parce qu'il y a toutes Non. ces questions justement aussi enfin tu veux pas que tes données elles soient consultables. Enfin, comment vous gérez tout ça? Ça, c'est mon CTO qui gère Ok. tout ça. Mais oui, non, on a ce sujet confidentialité qui Ouais. est super important. Ok. Et il faut que ce soit chez nous. Il ne faut pas qu'il y ait de violation justement de la confidentialité ou d'un secret Ok. du client. Donc, on fait très attention à tout ça. Ok. Ouais. Mais tout ça, c'est en interne. Ok. Ouais, c'est en interne. Ok. Du coup, tu me disais dès le début, vous avez mis la tech en place, Ouais. enfin la tech interne. Enfin, c'était quoi le gros avantage de l'avoir en interne? Bah, D'abord, il n'y avait pas de solution qui existait Ok. pour vraiment une profession comme la nôtre, Ouais. avocat, avec du ticketing ou des demandes Ouais. comme ça. Il y avait des solutions qui existaient mais qui n'étaient pas adaptées. Donc, on avait des outils qu'on utilisait peu, qu'on utilisait mal, et qui en plus parlaient pas nécessairement aux autres outils qu'on utilise, comme Pipedrive. Ouais. Donc, on avait besoin de Zapier pour pouvoir faire des connexions. Donc, on avait besoin d'un truc qui soit totalement adapté. Ouais. Et la tech devait répondre à 3 problématiques. La première qui était organisationnelle. Mm. Comment je fais pour traiter un aussi grand flux de demandes et manager sans qu'il y ait des trous dans la raquette, sans qu'il y ait des délais qui soient incohérents, sans que ça aille à la bonne team, tu vois, pendant 3 jours. Donc, il y avait un truc vraiment organisationnel. Il y avait un sujet expérience des équipes, Ouais. collaborateurs. Comment on fait pour leur simplifier le travail et que ce soit très fluide, qu'ils n'aient pas à chercher dans leur mail, juste sur un dossier avec des modèles à droite à gauche, des dossiers à droite à gauche, qui peut devenir super complexe. On a 500 clients abonnés. Il y en a qu'on accompagne depuis 8 ans. Ouais. Donc, Il y a un imagine historique de dingue, le quoi. volume de Ouais. données, de documents, de trucs. Si c'est pas organisé, bah, les collaborateurs, ce serait super compliqué. Et d'avoir à chercher dans les mails, est-ce que j'ai répondu sur ce mail, pas sur ce mail, tu sais qu'il va y avoir des problématiques. Tu peux pas faire de passation comme il faut. Là, il y a quelqu'un qui est en vacances, tu vois tout de suite quel dossier il a traité, pour quel client, où est-ce que ça s'en est, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans tout le suivi conversationnel. Donc, il y avait ça. Et il y avait l'expérience aussi client. Ouais. Nous, on voulait que nos clients soient pas laissés dans le noir sur le juridique. C'est-à-dire qu'ils voient tout de suite aussi qu'est-ce qui est en cours, qui le traite, où ça en est, retrouvent leurs documents, voient avec des dashboards, est-ce qu'ils sont compliant, pas compliant, limiter aussi les risques sur la suite, parce qu'on a beaucoup de boîtes où l'objectif, à terme, ça va être soit de lever des fonds, soit d'être revendu. Ouais. Souvent revendu, de toute façon, même si tu lèves des fonds. Bah, il faut que la boîte, elle soit carrée. Ouais. Tu peux pas découvrir le jour de l'exit qu'il y a 1000 choses que tu pouvais faire que tu n'as pas fait, qui vont alourdir ta garantie d'actif et de passif, qui vont tendre les discussions avec les auditeurs ou l'acquéreur. Donc, il faut que tu comprennes ton juridique, que tu aies la main sur le juridique, qu'il soit extrêmement simplifié pour que tu puisses justement avancer hyper sereinement dans ton business. Ok, ouais. Ouais, super, super intéressant. Comment, tu me disais, avec l'équipe actuelle, on peut... en gros, vous faites environ 10 millions de chiffre d'affaires. Ouais. On peut monter plus sans recruter plus de personnes. Qu'est-ce qui vous amène à ça? C'est quoi un peu le... Alors, de toute façon, on a pour ambition de continuer à beaucoup grossir. Ouais. Aujourd'hui, on doit avoir une vingtaine de pourcents de clients qui sont des TPE, PME, ETI. Ouais. Et on a vocation à faire grossir ça. L'expertise comptable aussi, on a vocation à la faire grandir, puisqu'on est parti d'un prisme un peu différent que le droit. C'est-à-dire, l'expertise comptable, il y a une course à l'expert comptable le moins cher. Okay. Le problème, c'est que tu ne peux pas, pour un prix très bas, fournir du conseil, parce que sinon, tu n'es pas rentable. Nous, on a fait le contraire. On a vendu cher, on vend cher l'expertise comptable, parce qu'on conseille énormément, on fait un service sur mesure, hyper pointu, un vrai accompagnement avec des conseils, des dashboards, ce genre de choses.
avec des clients qui doivent s'impliquer beaucoup parce qu'ils doivent fournir des documents, interagir pour que ça fonctionne. Tu vois, on partait du même constat, même si on l'a fait différemment sur l'expertise comptable, qui était qui est satisfait de son expert comptable. Il n'y en a pas beaucoup en réalité. Et quand on te demande il y a 6 mois, c'est quoi cette facture de resto, bah, tu préférais qu'on te challenge sur comment tu peux optimiser tes flux, ce genre de choses, ta rémunération. Et donc, on a créé l'expertise comptable un peu différemment, mais elle a vocation à grandir aussi. Nous, il y a beaucoup d'humains, un peu comme une agence. Donc, on a besoin de toute façon de personnes pour se focus sur le conseil et accompagner beaucoup nos clients. Après, on pense que la tech, l'IA, les process vont nous faire gagner du temps et peut-être que pour passer à 13 millions l'année prochaine, on va avoir besoin que de recruter la moitié de ce qui était prévu. Donc, on aura toujours besoin de recruter. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de monde dans lequel on ne recrute pas, mais différemment. Peut-être les collaborateurs sont plus autonomes, mieux accompagnés, me former aussi, parce que l'IA permet ça aussi. Permet de te guider beaucoup dans l'accompagnement d'un client. Et sur la partie, du coup, expertise comptable, vous l'intégrez aussi avec votre propre tech, etc. Ou c'est un peu différent? Non, c'est différent. Pour le coup, ils sont sur Penny Ok, d'accord. Donc, ils utilisent Penny Lane. Ça me semblait compliqué de redévelopper quelque chose d'aussi bien. C'est ça. Ça demande tellement de moyens et on l'a rajouté aussi au fil de l'eau. D'accord. Donc, non, on utilise Penny Lane. Ok. Très intéressant. C'est quoi actuellement un peu, du coup, toi, vu que vous êtes quand même, vu que toi, tu es un des fondateurs, c'est quoi vos KPI que vous suivez chez Bold? Alors, on suit des KPI mensuels. Le nombre d'abonnés, les signatures, les churns, le nombre de demandes créées, résolues, non résolues. Donc vraiment un pilotage de nos clients prospects, donc l'aspect commercial, par vertical aussi ou par service. Donc juridique, expertise comptable, DAF, head of legal, un abonnement marque, on a plein de services comme ça. Et donc on mesure globalement et par vertical ou service. Et aussi la production des équipes. Et après, de manière plus hebdomadaire, on va mesurer, mais beaucoup l'aspect commercial pour essayer de mettre des choses en place pour corriger avant de ne pas attendre la fin du mois. Pour se dire, c'est dommage, on n'a pas signé assez de trucs. Mais on aurait pu lancer des webinaires, payer, je sais pas, faire du marketing. Faire des events. Il y a plein de choses à faire, des podcasts. Il y a plein de choses à faire qui font qu'on pourrait corriger le tir en cours de route et pas attendre la fin du mois. Oui, c'est ça. Alors qu'en soi, tout le reste, c'est du... Enfin, je sais pas comment dire, c'est du flux, quoi. Enfin, c'est... Ok. Donc, et tout ça, c'est calqué sur votre BP, du coup. C'est toujours regardé à la lumière du BP, qu'on fixe à chaque fois en décembre, janvier, et après on mesure. Ok, Et du coup, comment... parce qu'il me semble, tu me disais, vous êtes 9 associés. On est beaucoup d'associés. Vous êtes beaucoup d'associés. Comment ça se gère d'être autant? C'est pas si simple. C'est simple quand on a des domaines d'intervention très définis. C'est-à-dire que moi, c'est assez facile. Tu vois, je fais le développement commercial, donc Head of Sales. Et à côté, j'interviens pour chapeauter l'équipe droit des sociétés avocats avec mon associé Elam. Donc là-dessus, on est en binôme. Et à côté, elle fait la finance, par exemple. Donc on a tous, Eleonore, elle fait le RH. Donc on a tous des pôles comme ça dédiés, des casquettes dédiées. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc chacun peut reporter sur sa partie. Et non, ça fonctionne assez bien. Il y a des sujets qui sont toujours un peu plus longs, complexes, parce que tu as plus d'avis que si tu n'étais que 2 ou 3. Mais on s'y est fait et ça a toujours été comme ça. On était 4 au début, donc on a toujours été nombreux en réalité. Déjà 4, c'est beaucoup. Et du coup, vous rassemblez quoi une fois par mois en codir? On a un board hebdomadaire qui est fixé le mardi après-midi, mais qui n'est pas nécessairement tenu. S'il y a les sujets qu'on voulait évoquer le mardi, qu'on peut faire en asynchrone, ça va forcer les associés à les mettre sur Slack, à bien expliquer, à pousser et vendre sa solution aussi, ce qu'il préconise. Et si on peut le faire comme ça, ça fonctionne. On se réunit souvent quand il y a besoin de faire des points et quand il y a besoin de décider sur certaines choses qui sont importantes où tu ne peux pas juste le faire de manière asynchrone parce que ça fait des textes à rallonge. Et du coup, sur toute la partie, comment je peux dire, sur toute la partie vraiment
décisions, vu que vous êtes 9, au final, sur les décisions vraiment stratégiques, est-ce que vous prenez en compte, je sais pas, le pourcentage que chacun a dans la boîte et après il y a la majorité, enfin, ou comment? Non, Ou c'est le CEO qui tranche, enfin, comment? non, ça dépend des sujets. Ok. On va dire que, par exemple, il y a une décision tech à prendre. Ouais. On va être informé, nous, les autres associés, de ce qui se passe, des enjeux, de qu'est-ce qui est préconisé. Mais au final, bah, c'est les personnes dont c'est la responsabilité qui doivent décider. Ouais. Et c'est pas, donc ça va être mon associé Thomas et Mayas, mon associé CTO. Et ils vont se parler, ils vont décider ensemble. Ok. Ouais. Moi, bah, c'est personnel. Je suis plutôt de l'école de il faut avancer. Ouais. C'est pas grave de se tromper, mais il faut tester des choses. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme. Ouais. Après, il faut pas avancer n'importe comment. Oui, il faut vite faire la réagir démarche si tu te trompes de se de poser chemin, la question. Il faut mesurer derrière. Mais je préfère qu'on avance et qu'on se trompe plutôt que d'attendre des semaines à tous donner notre avis alors que tu vois, c'est pas. C'est pas ma chacun partie, a son quoi. avis, quoi, mais c'est pas le plus. Et puis je vais peut-être avoir un avis qui est déformé parce que je suis pas tech. Ouais. Donc je peux avoir envie de certaines choses qui sont pas possibles. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc je pense que c'est à chaque fois la personne responsable de sa partie qui va plutôt annoncer ce qu'il veut faire et pourquoi il a décidé de faire ça. S'il y a des personnes qui sont opposées, ben, elle lève la main, tu vois, un peu comme un mariage, et qui s'opposent au truc. Et voilà. Ok. Mais ça fonctionne assez bien. J'aime bien l'idée d'ownership. Ouais. Non, c'est hyper intéressant de voir comment vous gérez ça. Tu vois, Parce je trouverais ça hyper malsain que, même si mon CEO est incroyable, Serge, qui décide lui ou qu'il a un droit de veto sur plein de décisions dont il n'a pas été à l'origine, qui ne maîtrise pas sur le plan technique et qui ne va pas mettre en œuvre derrière. Donc, il ne va pas se taper la tannée en plus. Ouais. Et puis du coup, il va pas y croire. Enfin, toi, tu vas pas y croire si c'est lui qui prend une décision pour toi. Quoi. Non. Et puis quand tu vends une idée, il faut être convaincu. Donc c'est la personne responsable qui incarne beaucoup plus et qui peut convaincre. Ok. Là, du coup, en 7 ans, vous avez vécu beaucoup de choses, enfin une forte croissance et tout. Tu me dis, enfin, au début d'épisode, tu disais, bah voilà, la première année, il y a eu beaucoup de ratés. Comment vous avez fait pour justement continuer, évoluer là-dedans, quand même que les clients soient satisfaits, malgré ces erreurs, parce que voilà, on est au début. Enfin, qu'est-ce qui vous a permis justement de mettre en place un modèle finalement sur lequel vous êtes satisfait et que vos clients sont satisfaits? Je pense qu'on répondait dès le début, même si c'était imparfait, à un vrai besoin des entrepreneurs. Okay. On avait un produit qui n'existait pas. Et même s'il y avait des défauts, au final, tu t'y retrouves. Avec un abonnement illimité, il y avait de la transparence sur les prix, il y avait des prix accessibles, il y avait une extrême proximité avec les entrepreneurs parce que n'importe quelle question qui te passe par la tête, tu vas la poser, tu vas m'appeler, on va se parler sur WhatsApp, sur Slack. Et surtout, tu vas pouvoir décider très rapidement. On va pas te dire rendez-vous dans 10 jours pour en parler. Bah non, moi j'ai besoin de la réponse aujourd'hui parce que j'ai besoin de passer à autre chose et j'ai du développement commercial à faire, du RH à faire. Donc tu peux pas me laisser pendant 10 jours juste pour se parler et dans 10 jours, je sais même pas si tu vas pas me donner 3 semaines encore de délai pour le faire. Okay. Donc je pense que dès le début, ça répondait à quelque chose qui était important. Et donc les premiers clients ont accepté tous les défauts, mais qui étaient plus organisationnels en réalité, pour avoir un produit à la fin qui répondait parfaitement à leurs besoins. Donc il y avait beaucoup de communication. Et puis on a créé Bold. Serge avait une structure dans laquelle j'étais collaborateur qui s'appelait 1134, qui accompagnait déjà les entrepreneurs avec un modèle traditionnel, un modèle économique traditionnel. Okay. Et donc on a eu beaucoup de ces clients-là qui sont passés sur l'abonnement quand on a créé Bold. On n'est pas parti de zéro. Oui, en fait, il y avait ces déjà. Ils étaient attachés à nous. Oui, Ils étaient attachés à nous. Ils comprenaient bien le produit qu'on voulait créer, à quel point il répondait à un besoin, parce qu'on avait beaucoup échangé avec nos clients sur c'est quoi tes plus gros pains avec tes avocats. C'est quoi qui ne fonctionne pas. Et donc, on essayait de créer un truc vraiment sur mesure pour qu'ils puissent travailler plus efficacement et reprendre la main sur le juridique. Okay. Donc, il y a eu beaucoup d'indulgence de nos premiers clients. Mais il y avait déjà une relation d'avant. Il y avait déjà une relation qui était importante. Je pense que 80% de nos leads viennent du bouche à oreille. Donc, c'est des clients qui recommandent. Donc, tu vois, c'est pareil. Il y a un client qui a recommandé, il va te dire, va travailler chez Bold. Je te préviens, il y a ça et ça, c'est imparfait. Mais par contre, tu vas trouver ça que tu ne trouveras pas ailleurs. Et donc, tente. Okay. Et du coup, après, dès la première année, vous avez mis la tech en place. Et puis, c'est comme ça que ça s'est structuré au fur et à mesure. Et on a construit autour de ça. Mais on n'aurait jamais pu le faire sans la tech. Cet abonnement-là qu'on a créé,
Sans tech, c'est C'est pas quasiment viable en impossible. fait. Ouais. C'est pas viable et puis tu peux pas grandir. Ouais. C'est viable avec peut-être 10 clients. Mais quand on a 500 et que tu traites plus de 17 000 demandes par an, c'est ça. impossible. Et du coup, comment tu... Enfin, donc il y a toute cette partie tech. Je viens de perdre ma question, mais c'est pas grave, on va passer à la question suivante. Toi, c'est quoi du coup un peu les ambitions sur la suite? Il y a une ambition qui est très court, moyen terme, c'est de continuer à fournir un produit, un service qui soit de plus en plus qualitatif et donc de grossir avec énormément de clients satisfaits pour qu'on ait encore plus de bouche à oreille, donc de prendre de plus en plus de place, autant sur les startups que sur des PME, sur des PME tech ou des PME industrielles aussi. On a vraiment de tout dans le portefeuille. Donc, de continuer à grossir avec un service de grande qualité et une ambition beaucoup plus long terme en réalité, c'est de construire un écosystème avec le juridique, avec la finance, où vraiment tout le monde est intégré, tout le monde se parle. Tu rentres chez nous, tu parles à quelqu'un du corporate, ça déclenche des choses aussi au niveau finance. Tu as des conseils qui sont très croisés, tu vois, il y a toujours des sujets, tu as un besoin en levée de fonds M&A, il y a toujours des sujets fiscaux, que tous répondent encore mieux et que tu aies une expérience qui soit super qualitative quand tu viens chez nous parce que tout est intégré, tout est au sein du même endroit, tout le monde te connaît par cœur et que ça devienne très proactif, encore plus proactif. Du coup, tu me disais, vous accompagnez vraiment des très grandes entreprises. Du coup, limite, vos équipes, parfois, elles sont un peu intégrées. Enfin, comment ça se passe? Parce que souvent, quand tu as une grosse boîte, tu as un service limite un peu légal. Enfin, comment ça se... En fait, c'est une super question parce qu'il y a une limite à l'abonnement au bout d'un moment, quand la boîte grossit. Soit tu n'as plus envie, toi, dirigeant, d'être à l'initiative des demandes. Tu n'as plus envie de les créer, les demandes. Ouais, tu veux que quelqu'un gère ça pour toi. Enfin, tu n'as plus envie de superviser les demandes qui sont faites par tes équipes commerciales, RH. Et donc, tu veux quelqu'un qui chapeaute tout ça, qui soit chef de projet du juridique. Soit tu recrutes, mais c'est très dur de trouver le bon juriste avec la bonne expérience, qui comprenne bien ton secteur, qui a en plus un vernis sur les autres matières qui permet de dire attention, là il y a une alerte, il faut que j'en parle. Et en plus, il doit s'appuyer sur des avocats derrière parce qu'il ne va pas produire lui en plus de tout ça. Donc c'est très dur et ça coûte cher. Et en droit social en France, on sait, tu dois t'en séparer demain, c'est compliqué. Les congés, les arrêts maladie, très compliqué. J'ai vu très peu de clients qui avaient trouvé le bon juriste en interne. Donc, l'abonnement ne répond pas totalement au truc parce que tu parles à plein d'avocats en même temps, même si tu as accès à nous, à tes clients managers, ce genre de choses. Et donc, on a rajouté une couche sur l'abonnement juridique, qui est le Head of Legal, où tu vas avoir un avocat dédié, qui est sur ton Slack, avec tes équipes, qui va recevoir toutes les demandes, qui va les organiser, qui va lui créer les demandes sur la plateforme, qui va vérifier que le travail est bien fait avec les équipes, que les délais sont répondus, qui va créer aussi des usages, des process, des pratiques dans les boîtes. C'est-à-dire, par exemple, on a des Head of Legal chez nos clients qui vont remettre à plat tout le process commercial en créant des closiers, des matrices, des process qui font que tes commerciaux, ils sont moins laissés dans la nature, ils savent qu'ils peuvent négocier que telle et telle partie de leur contrat, pour que ce soit très uniforme dans la boîte, que la fourchette de négo, elle est là, et que s'ils doivent sortir de ça, c'est là qu'ils doivent solliciter un aval du N+1 ou du manager. Et donc, on aide à processer, c'est beaucoup plus proactif aussi, parce que tu connais la boîte par cœur, et c'est comme si tu étais salarié en réalité, et donc ça te permet de lancer des choses, de dire, ça, on a oublié de le faire, ça va pas être, est-ce que tu as pensé à ça? Et donc, c'est vraiment un service encore plus proche que juste l'abonnement juridique et qui répond à un besoin. On a des clients, dès qu'ils dépassent les 30 salariés, ça y est, ils ont d'autres choses à faire ou d'autres enjeux que d'aller organiser le juridique. Ils sont en roadshow, développement commercial, ils doivent chercher et signer des grands comptes. Les cycles de vente sont super longs, c'est très compliqué. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui prenne la main là-dessus et qui soit un peu tampon entre leurs équipes et les dirigeants. Ok, Et donc, du coup, le Head of Legal, il passe un nombre de jours chez le client ou comment ça c'est... Non, pas nécessairement. C'est plus on va fixer un prix qui dépend un peu de la taille de la boîte et des besoins récurrents qu'elle a. Et ensuite, on passe le temps nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on travaille beaucoup, des jours où on travaille moins, mais au moins, on voulait cette souplesse-là qu'on retrouve dans l'abonnement illimité. On fait aussi du détachement. On appelle ça Bold in-house, où tu as un juriste, mais elle part en congé maternité. Ou tu as viré ton juriste, ou il est parti, et tu dois recruter quelqu'un, tu ne sais pas le temps que ça prendra. À ce moment-là, on peut mettre un avocat de chez Bold qui va être chez toi X jours par semaine ou par mois pour remplacer cette personne.
Et du coup, les avocats qui sont head of legal, ils sont aussi dans d'autres verticales où ils sont vraiment head of legal de plusieurs entreprises. Enfin, Non, généralement, ils continuent par exemple, sur leur verticale. sur leur verticale dans leur matière. C'est dur de les couper des équipes, Ouais. de les couper du quotidien. Ils sont pas venus chez nous pour être mis à disposition d'un client. Ouais. Donc ça doit être complémentaire à ce qu'ils font. Ok. On ne doit pas casser la dynamique de groupe là-dessus. Puis en même temps, j'imagine c'est aussi bien parce que du coup, tu as un seul client chez qui tu es head of legal. Ouais. Et du coup, sur les autres, tu es vraiment sur ta verticale. Ouais. Ok. Très intéressant. On va passer aux rapides questions de la fin. Ouais. Comment toi, tu utilises l'IA au quotidien? Pour 1000 sujets personnels et professionnels. Ok. Je pense que j'ai remplacé 90% des requêtes que je fais à Google par ChatGPT. Ouais, ok. Et ça peut être pour préparer le podcast, par exemple, je m'en suis servi. Ça peut être des sujets organisationnels en interne. Ouais. Ça peut être pour poser des questions sur le management. Ça peut être pour aider les équipes sales et marketing pour préparer des mails, pour mieux connaître un prospect avant de l'avoir au téléphone, pour préparer toute une suite en marketing quand on fait un event, de quelles sont les communications qu'on va faire en amont de l'event, qu'est-ce qu'il va falloir faire pendant l'event, qu'est-ce qu'on fait, et donc déjà préparer les mails post-event ou les communications. Du coup, tu l'utilises beaucoup comme assistant. Moi, c'est mon super assistant. Ouais, c'est ça. Clairement mon super assistant, pour de la traduction évidemment, beaucoup. Et après, à titre perso, je l'utilise sur des routines sportives, sur de l'alimentation, sur de l'aide scolaire à mon fils. Explique-moi le théorème de Pythagore. Je ne suis pas encore là, moi c'est CO, hein. C'est très basique, c'est les pronoms. Mais voilà, j'utilise vraiment pour tout. Super. C'est quoi la pire erreur de management que tu as fait? Ou celle où tu as appris, qui t'a fait progresser? Je pense que c'est un truc qui est culturel en réalité. Sauf si c'est dans ta nature profonde, c'est pas si simple d'apprendre à faire du bon feedback et savoir faire du feedback. Et je pense que j'ai perdu des gens, que ce soit des producteurs, avocats, des gens dans l'équipe sales, parce que c'était une période où j'avais une personnalité en face, où le feedback était plus compliqué, je l'ai mal fait, ou de manière maladroite, ou peut-être pas de manière suffisamment honnête. Et en fait, tu t'aperçois que ça casse beaucoup de choses dans la relation. Et donc ça, je l'ai vécu. Et je pense qu'on apprend toute sa vie à faire du feedback. Et il y a un bouquin là-dessus qui est incroyable, Radical Candor, qui est génial là-dessus. Et justement, c'est très pratique avec des exemples de c'est quoi un bon feedback, qu'est-ce que ça doit apporter à la personne qui le reçoit, comment tu dois le faire. Quand tu as des feedbacks négatifs, est-ce que tu dois le faire en public, en perso, est-ce que tu dois le faire tout de suite, est-ce que tu dois attendre. Donc, et ça, c'est quelque chose qui culturellement est pas très français en réalité, et qui est fondamental à mon sens, et fondamental dans Bold aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin que les personnes travaillent en équipe, on a besoin que les personnes aient confiance les unes envers les autres, qu'elles montent aussi en compétences. Et s'il n'y a pas de feedback et la bonne manière de faire du feedback, bah, ça ne peut pas fonctionner en réalité. Et c'est un truc, je pense, tout le monde devrait bosser dessus, parce que c'est pas si inné que ça. Et il y a plein de croyances qui sont totalement fausses là-dessus. Oui, et ça dépend aussi des personnes, de leur culture aussi. Enfin, il y a des personnes avec qui c'est plus facile de faire du feedback parce que tu as du lien, alors qu'en fait, que j'ai du lien avec toi, plus ou moins proche, ça ne devrait pas conditionner ma capacité de faire du feedback. Sinon, je suis un mauvais manager. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, Radical Candor. Ouais, qui est top. Toi, comment est-ce que tu gères ton temps au quotidien? Je suis le pire exemple pour ça. Comme je m'occupe de la partie commerciale avec Jordana et Serge, j'ai mon agenda qui est disponible sur LinkedIn, dans mes mails, que j'envoie. Je traite encore les demandes entrantes des prospects. Je traite aussi un portefeuille client. Donc mon agenda se balade de partout. Ce qui veut dire que mon Google Agenda se remplit sans que je le veuille. Mais c'est vrai que tu m'as facilement. J'ai été étonné, tu m'as facilement partagé ton Google en me disant vas-y, viens. Je pense qu'on perd un temps fou à dire c'est quand t'es disponible. Finalement, on peut faire 7 mails là-dessus. Donc ça m'insupporte. Mais le revers du truc, c'est que j'ai des journées qui sont très très minutées. C'est-à-dire que de 9h à 19h, c'est toutes les 30 minutes. Et c'est comme ça. Après, moi, j'aime bien travailler dans le bordel ou dans l'effervescence, quoi. J'ai besoin que ça soit très animé. J'adore l'open space, j'adore être au milieu de tout le monde dans l'open space.
J'ai besoin de bruit et d'effervescence. Ok. Donc ça me gêne pas, ça m'épuise, mais ça me gêne pas. Donc mon temps, je le gère moyennement bien. C'est-à-dire que le matin, j'ai du temps perso parce que j'amène mes enfants à l'école. Le midi, je vais au sport très régulièrement. Et le soir, j'essaye de les coucher tous les soirs, donc de rentrer à une certaine heure. Mais entre-temps, là, je maîtrise plus mon temps. Je suis plus maître de mon temps. Je peux pas décider juste d'aller faire un point sur un sujet parce que ça m'intéresse, parce que mon agenda est plein. Ok. Et comment tu t'organises pour les sujets un peu de fond sur lesquels où toi tu dois travailler ou est-ce qu'au final tu en as, par le fait que tu sois dans le sales, au final tu n'as plus vraiment ce temps-là? Non, je peux en avoir aussi sur des dossiers parce que je suis encore dans des dossiers. Les sujets de fond, c'est plutôt le soir ou la nuit. Ok. Et je suis plus créatif en plus la nuit. Ce qui est infernal. Tu vois, ce matin, avant de venir, à 5h15 du matin, j'écrivais un Slack à quelqu'un sur un dossier parce que ça m'est venu à 5h du matin et je ne sais pas pourquoi et je n'avais pas décidé de réfléchir à ce dossier-là à ce moment-là. Donc ça veut dire que tu te lèves le matin à 5h ou ça t'a réveillé et du Non, coup, ça m'a réveillé. Ok. Je me lève tôt, mais ça m'a réveillé. Mais ça va être plutôt la nuit, ce genre de choses. Ou non, la nuit. Et du coup, tu acceptes. Ou pendant le sport. Je trouve que tu vois, si tu cours, non, c'est ça, je trouve que ton cerveau, je suis d'accord avec toi, il arrête de penser à ce que tu fais et tu vas pouvoir penser de manière un peu deep à certaines choses ou à certains sujets. Carrément. Ça m'aide pas mal. Mais du coup, tu acceptes le fait que, en gros, potentiellement, tu vas travailler le soir. Enfin, toi, t'es pas du tout à essayer de cloisonner, quoi. Ah non, moi, je crois pas dans le... Enfin, je crois pas. J'ai le sujet de l'équilibre vie pro, vie perso, et donc il faut séparer les deux. Moi, je pense qu'il faut... C'est exactement comme pour les collaborateurs, ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect remote. Il faut que tu sois épanoui, donc il faut que ta manière de travailler fonctionne avec ce que tu aimes, sur quoi tu es efficace. Et donc, si tu travailles bien la nuit, bah, travaille la nuit. Si tu es créatif la nuit, fais tes trucs créatifs la nuit. C'est pas un sujet. Si tu es du matin, bah, viens le matin et va courir l'après-midi ou faire ce que tu veux. C'est pas mon problème. Et donc, je crois... Enfin, en tout cas, je mets dans la notion équilibre vie pro, vie perso, l'épanouissement plutôt. Et quelque chose de totalement adapté. Après, ça marche parce que j'ai des libéraux aussi, donc ils sont libres de leur temps. Sur les salariés, tu es obligé de faire un peu plus attention. C'est ça. Tu peux pas les laisser s'ils ont envie de travailler de 8h à 23h tous les soirs. Bah, tu dois mettre le haut là à un moment, c'est pas possible. Ok. Est-ce que tu as une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement de l'intérieur? Il y en a peut-être 2, mais que je connais très bien, mais j'aimerais bien en savoir plus. C'est l'Emlist de Guillaume, Charles et Oriane et leur fonctionnement. D'abord, je suis fan de la boîte, je suis fan des personnes et leur fonctionnement m'intéresse beaucoup parce que je vois un peu de l'extérieur des choses, mais j'aimerais bien en savoir plus. Et je pense que c'est une boîte où ils ont réussi à garder des valeurs extrêmement fortes, des convictions extrêmement fortes, et ils décident tout ce qu'ils font à la lumière de ces convictions. Et je trouve ça hyper fort à cette taille de boîte parce qu'on ne parle pas de petites boîtes. Et l'autre boîte, c'est peut-être Dougs, qui est très différente, qui est une boîte d'expertise comptable, exactement, très digitalisée, où les fondateurs ont réussi à créer un truc très tech qui fonctionne super bien, avec beaucoup de monde, avec une très forte croissance, un super marketing qui dénote totalement avec la profession. Et vu le nombre d'opérations qu'ils traitent, parce que je ne sais même pas combien de centaines ou de milliers de constitutions ils font par mois, rien que de constitution de boîte, je serais curieux de voir comment ça fonctionne vraiment avec la tech, qui est une place importante, avec Florent qui gère la tech chez eux. C'est un fonctionnement qui me plairait. Ok, super. Bah, écoute, merci pour ta transparence, pour tout ce que tu as partagé, c'était super intéressant. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité ou l'actualité de Bold? D'abord, merci, c'était super et j'adore le podcast. Et où est-ce que vous pouvez nous suivre? Principalement sur LinkedIn. Sur LinkedIn, soit Bold, moi ou mes associés, on communique pas mal. Ok, bah super, on mettra tous les liens en description. Bah merci à toi et puis à bientôt. Merci Nicolas, à bientôt. Ciao. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.